Bonjour, Aouniché, Salam. Cette vidéo est la première d'une série sur l'actuelle guerre au Mali. Dans cette première partie, j'essaye de casser quelques clichés sur le nord du Mali, de parler un peu de son histoire et d'aborder les révoltes Touareg avant 2012. Premier cliché. Le nord Mali est uniquement peuplé d'Arabo-Touareg. Le nord du Mali n'est pas uniquement peuplé de Touareg et d'Arabes. Les Touareg étant, pour ceux qui ne le savent pas, une population de berbères sahariens et sahéliens traditionnellement nomades. Ils vivent essentiellement entre le Niger, le Mali, l'Algérie et la Libye. Et quant aux Arabes, oui, il y a une communauté arabe au nord du Mali, qui s'est constituée autour du 9e siècle avec la migration de marchands et surtout de tribus bédouines, les Bédouins étant les Arabes nomades. Cette communauté arabe est beaucoup moins importante que la communauté touareg. Les populations arabo-berbères sont majoritaires dans les régions sahariennes, éloignées de la boucle du Niger. Par contre, une fois qu'on se rapproche de celle-ci, les Sonraïs deviennent majoritaires. Les Sonraïs étant un peuple de sédentaires noirs. L'empire de Gao, un des plus grands empires sahéliens, était un empire Sonraï. Et c'est d'ailleurs sous ce nom qu'on l'a retenu dans le grand public. On a aussi une communauté Peul notable. À l'échelle de la totalité du Nord, les Sonraïs semblent être la population majoritaire. On n'a pas de statistiques exactes, mais c'est ce qui semble probable. Et bien sûr, il y a eu pas mal de mélanges entre les populations. On peut dire que c'est une région plutôt métissée. Dans certains médias, on colle la situation que l'on a pu voir dans l'Amérique coloniale ou dans des parties du monde arabe à l'Afrique sahélienne. Des maîtres blancs et des esclaves noirs. On entend dire très sérieusement que les Noirs du Mali seraient les descendants des esclaves des Touaregs. Depuis la création du Mali, les gens du Nord, non noirs, non africains, ne veulent pas vivre avec leurs anciens esclaves du Sud. Et les esclaves du Sud veulent se venger sur les anciens esclavagistes du Nord. Certains le sont, une minorité. D'ailleurs, les affranchis des sociétés Touareg ont gardé un statut spécial. Ils sont méprisés et restent souvent sous la dépendance de leur ancien maître. Par hasard des familles, apparemment sous la protection d'Abdelkarim et des siens depuis des générations. Ces gens, c'est ce qu'on appelle nous administrer. La création des fractions parmi, quand les Blancs sont venus, ils ont créé leurs propres fractions, ils ont leur propre chef, mais ils sont toujours liés à nous. Dans différents problèmes, c'est nous qui le couvrons. Cette dépendance est plus ou moins forte selon les communautés. Au passage, la société Touareg n'est pas la seule concernée par cette situation. Mais elle est celle où on retrouve le plus ce genre de pratique, avec la société Peul. De façon générale, la dépendance des affranchis se perpétue surtout au nord du Mali. Mais ces affranchis font partie des communautés qui les ont asservis. Ils en ont la langue, les valeurs, ils sont plus ou moins intégrés, même s'ils sont peu respectés et que certains aimeraient y échapper. Par conséquent, expliquer que les sociétés non touareg ou arabes du Sud sont formées d'affranchis n'a pas de sens. En fait, c'est un discours purement propagandiste, né durant la révolte des années 90, répandu par des milieux pro-rebelles et qui apparemment survit encore. Les sociétés noires de la région étaient indépendantes. Pour celles-ci, qu'elles soient Bambara, Soninké ou Sonraï, le Touareg ou le Bédouin, ce n'était pas le Béké, le colon, c'était le Tartare ou le Hun, le cavalier nomade qui sort non pas de la steppe, mais du désert pour piller et ravager. Quand les États sahéliens étaient forts, ils repoussaient ces pillards et en dominaient une partie. L'empire du Ghana au Xe siècle dominait les tribus nomades au nord du Sénégal et la ville berbère d'Aouda-Ghost. Tout comme l'empire du Mali au XIVe siècle, qui dominait les tribus nomades au nord du Niger et du Sénégal, et transforme la petite communauté touareg de Tombouctou en grande cité marchande. Même chose pour l'empire de Gao, le Fouta Toro à son apogée, le Kanem Bornou. Quand les États sahéliens étaient faibles, les nomades pouvaient alors faire sans problème des résous, c'est-à-dire qu'ils allaient piller et faire des esclaves chez les sédentaires noirs. A noter que les Bédouins et les Touaregs n'étaient pas les seuls à pratiquer le résou. Toutes les aristocraties guerrières du Sahel le font. Le résou n'est pas une pratique propre aux nomades sahariens, mais qu'ils en furent les spécialistes du fait de leurs conditions de vie difficiles et de leur habitude de se déplacer à cheval ou à dromadaire. La majorité des esclaves Touaregs viennent des résous sur les populations sédentaires noires du Sahel. Il y aurait aussi des descendants des noirs sahariens parmi eux. Le résultat, c'est que tous les esclaves dans les sociétés Touaregs sont noirs ou métis, bien que tous les Touaregs noirs ou métis ne soient pas esclaves. Cette situation s'explique sans doute par des raisons religieuses. À partir du XIIe siècle, le monde berbère saharien est globalement islamisé. Les Bédouins l'étaient déjà. Les Maghrébins qui viennent du nord l'étaient déjà aussi. Donc à partir de cette époque,
Tout ce qui est blanc au Sahara et au Sahel est vu comme musulman. Le monde noir sahélien n'est lui que légèrement islamisé. Donc les communautés blanches musulmanes du Sahara et du Sahel ne peuvent faire des esclaves que chez les noirs, puisqu'un musulman ne peut faire esclave un autre musulman, et que les non-musulmans ne se trouvent que chez les noirs. D'où ce biais racial. C'est le même principe qui explique les traites orientales et occidentales. Ce qu'on appelle la première révolte des Touaregs, qui eut lieu en 1963, est en fait une révolte des Keladars. C'est quoi les Keladars? Les sociétés Touaregs étaient organisées avant la colonisation en confédérations tribales, où l'autorité était plus symbolique que réelle. Une tribu étant un groupe descendant théoriquement d'un ancêtre commun, et partageant des liens du sang. Un genre de famille, mais très élargi, une tribu pouvant avoir des milliers voire des dizaines de milliers de membres. On pourrait aussi parler de clan si ça vous aide, c'est un synonyme. À l'intérieur de ces fédérations, les tribus ont une hiérarchie. Il y a les tribus nobles, qui sont des tribus guerrières, puis il y a les tribus Imrad, qui dépendent des tribus nobles. Imrad est souvent traduit dans les médias français par vassal, ce qui a un non-sens. Le vassal en Occident, c'était l'homme libre qui jurait de prendre les armes pour son seigneur. Le guerrier mettant son épée au service d'un autre guerrier. Rien d'aussi prestigieux pour les Imrad, qui normalement n'avaient pas le droit de porter les armes. Ils étaient totalement dépendants pour leur protection des tribus nobles. Les Imrad sont donc non pas des vassaux, mais plutôt des sujets. En échange de leur protection, ils payent un impôt et s'occupent des troupeaux des nobles. Enfin, il y a aussi des tribus maraboutiques, c'est-à-dire religieuses. Les esclaves et les gens de caste ne forment pas leur propre tribu, mais sont rattachés aux tribus nobles, Imrad ou maraboutiques dont ils dépendent. Les Keladars sont une des plus grandes confédérations touaregs du Mali, habitant autour de la Drare des Iforas, une chaîne montagneuse. On les retrouve plus globalement dans la région de Kidal. Au sein de cette confédération Keladar, on trouve 3 tribus nobles, la plus importante étant les Iforas, qui sont aussi la plus grande tribu noble du Mali. Les tribus et les confédérations existent toujours. La hiérarchie noble protégée n'est plus pratiquée telle qu'elle, mais elle reste dans les mentalités. La révolte de 1963 est donc une révolte des Keladars. Cette révolte n'a pas de réel projet politique, même si elle éclate dans un contexte de tension entre les autorités socialistes qui ont pris le pouvoir au Mali et les Keladars. Les nouvelles autorités maliennes, représentées par des Arabes et des Noirs, sont moins acceptées par les Keladars que les anciennes autorités coloniales françaises. Ils les acceptent d'autant moins que les autorités maliennes sont plus interventionnistes que les anciennes autorités coloniales. Par exemple, elles mettent en place un nouveau code du mariage qui interdit les cérémonies somptuaires jugées comme étant des pratiques archaïques et non socialistes. Elles font des lois sur la préservation de la faune et de la flore qui sont mal reçues. Les soldats et policiers maliens, dont une partie sont des Sahariens, se comportent plus brutalement avec la population qu'au temps des autorités coloniales. Enfin, il y a une augmentation de l'impôt en 1962. C'est tout ceci qui entraîne la révolte de 1963. Seule une petite partie des Keladars participe à cette révolte. La majorité de la Confédération ne les soutient pas. Les plus hauts chiffres parlent d'un millier de rebelles. Les plus bas d'une centaine. La révolte de 63 aurait été en fait presque anecdotique, très vite oubliée par l'histoire, si la réponse du régime de Modibo Keïta n'avait pas été aussi brutale. Cette dureté peut s'expliquer par 3 raisons. Tout d'abord, les autorités maliennes étaient persuadées que derrière cette révolte se trouvait la main de la France, qui voulait reprendre en main une région potentiellement riche en minerais. Ensuite, les soldats de l'armée malienne étaient d'anciens tirailleurs sénégalais. Car oui, pour les gens qui ne le savent pas, les tirailleurs sénégalais venaient de toute l'Afrique noire. Et donc le noyau dur de l'armée malienne était formé d'anciens tirailleurs ayant fait l'Indochine et l'Algérie. Ils appliquent les méthodes des guerres coloniales. La troisième raison, c'est la nature même du régime de Modibo Keïta, qui est un régime assez dur. Ça a d'ailleurs été une des raisons de sa chute. Puisque les révoltés étaient des Keladars, la répression de l'armée malienne s'est généralisée à tous les Keladars, considérés collectivement comme des rebelles et subissant une répression très violente, ponctuée d'humiliation, violence qui va marquer durablement les Keladars, et qui explique qu'ils fournissent une bonne partie des rebelles touaregs des années à venir. Du côté de l'administration malienne, une méfiance va se créer autour des Touaregs, vus comme de possibles ennemis intérieurs au service de la France, et le cercle de Kidal va être placé sous administration militaire. Dans le même temps, une politique de scolarisation forcée et de sédentarisation est mise en place. Le but étant double. Il y a une part de volonté sincère de développer la région, mais il s'agit aussi d'un moyen de contrôler la population. Sédentarisée, elle est plus stable. Quant à la scolarisation, elle s'accompagne d'une formation idéologique et politique, inculquant aux élèves des valeurs socialistes et patriotiques. Du reste, les jeunes Touaregs ne sont pas les seuls concernés par ce dernier point. C'est toute la société malienne qui l'est.
La politique de sédentarisation est un échec. Celle de scolarisation un petit succès. Même si elle ne concerne qu'une minorité de jeunes Kaladars et qu'elle se fait avec des méthodes assez dures. En 1968, le régime de Modibo Keïta chute, suite à un coup d'état qui amène au pouvoir le lieutenant Moussa Traoré. Il conserve le système de l'administration militaire pour Kidal, mais arrange malgré tout un peu la situation des Kaladars, au moins sur le court terme. Moussa n'a pas de grandes idées ou de grands projets, il veut juste rester au pouvoir. Ce n'est pas une qualité en soi, mais ça fait que son régime n'a pas d'hostilité de principe aux nomades. Donc voilà, la révolte de 63-64 n'est pas un grand événement en tant que tel. Il s'agit de la révolte de quelques centaines de Kaladars, mal armés, mal équipés et peu soutenus. C'est la façon dont le régime malien y répond qui en fait une date importante. La première vraie révolte touareg, c'est celle des années 90. Là oui, pour la première fois, on a une révolte générale du monde touareg malien, faite au nom de l'identité touareg. De nombreux chefs de cette révolte sont des touaregs maliens qui ont servi dans l'armée de Kadhafi, comme Ibrahim Arbanga, Yadar Ali, El Hadj Argamou, qui est aujourd'hui dans l'armée malienne. Comment ces types se sont retrouvés en Libye? D'une certaine façon, le nationalisme touareg et l'idéologie de l'Azawad sont nés en Libye. Dans les années 70, la sécheresse qui sévit au Sahel pousse de nombreux touaregs maliens et nigériens à émigrer en Algérie et surtout en Libye. Cette diaspora est formée de marginaux, de pauvres, de déclassés, de chômeurs, d'Ichoumars. C'est la forme berbérisée du mot chômeur. Il y en a tellement de ces types qui tiennent les murs qu'on va désigner toute cette diaspora sous ce nom, les Ichoumars. Et ce mot Ichoumar ne désigne alors plus le chômeur, mais cette génération partie en Algérie et Libye dans les années 70-80, pour s'entasser dans les camps de réfugiés dans les grandes villes, combattre dans l'armée de Kadhafi, et finalement revenir les armes à la main. Car les Ichoumars vont développer une mentalité contestataire et nationaliste. 3 raisons à cela. D'abord, cette diaspora touareg est une communauté pan-touareg. Elle rassemble des touaregs nigériens et maliens, de toutes les tribus et de tous les rangs, qui connaissent les mêmes difficultés et les mêmes humiliations. Ensuite, ces immigrés partagent une aigreur forte contre les gouvernements sahéliens. Le gouvernement malien n'a rien fait pour aider le Nord en général, et les Touaregs en particulier face à la sécheresse. Il détourne à son profit l'aide internationale. En témoignent les fameuses villas sécheresses construites au bénéfice des notables du régime de Moussa Traoré, grâce à l'aide internationale. Les Touaregs sont tout à fait conscients de cela. Certains vont même jusqu'à accuser l'État malien de volontairement les réduire à la famine, pour les éliminer. Ce qui n'est pas crédible, mais pris au sérieux chez les Touaregs de la région. Pour ne rien arranger, les Kaladars sont surreprésentés dans la diaspora de Libye. Ayant perdu une grande partie de leurs troupeaux avec la répression de 63-64, ils avaient moins de ressources pour faire face à la sécheresse et ont immigré en grand nombre. Enfin, ces migrants sont excités par Kadhafi dans leurs sentiments anti-Mali et anti-Niger. La façon dont a chuté Kadhafi et l'anarchie qui a entraîné sa chute le font passer pour un héros du panafricanisme. La réalité est beaucoup plus compliquée. La première organisation nationaliste touareg, et la seule en quelque sorte, le FPLSAC, Front Populaire de Libération du Sahara Arabe Central, est créé sous le patronage de Kadhafi. C'est d'ailleurs pour ça que le nom de l'organisation parle de Sahara arabe. Parce que pour Kadhafi, les Touaregs sont des Arabes. Les Berbères en général sont des Arabes. Le soutien de Kadhafi au nationalisme touareg est officialisé lors du discours d'Oubari, où il invite les Touaregs à émigrer en Libye, et où il accuse les gouvernements maliens et nigériens d'avoir créé des camps d'extermination pour les Touaregs. Bref, comme à son habitude, Kadhafi jette de l'huile sur le feu, et puis il rajoute un peu d'essence. L'aventure du Front Populaire de Libération n'a pas duré longtemps. Dès 1982, Kadhafi dissout le mouvement, et les militants touaregs maliens et nigériens vont se diviser. C'est une étape historique dans l'histoire du nationalisme touareg. On peut dire que c'est la naissance de l'azawadisme. La révolte des Kaladars de 63 était impulsive, elle n'avait pas de projet politique clair. Les Ichoumars avaient un temps formé le rêve d'un mouvement pan-touareg, un véritable mouvement nationaliste touareg. Mais celui-ci est abandonné avec l'échec du FPLSAC. À partir de ce moment, les nationalistes touaregs du Mali vont avoir pour projet de donner l'autonomie au nord du Mali, qu'ils appellent Azawad. L'utilisation de ce terme pour désigner tout le nord du Mali date de la fin des années 70. Historiquement, Azawad n'a jamais désigné le nord Mali en entier. Il désigne une région du nord située entre Tombouctou et Arawan. C'est pour ça que je parle d'azawadisme et que je vais appeler les gens qui défendent l'idée d'une autonomie du nord Mali, tout en utilisant cette mythologie de l'Azawad, des azawadistes. Les rebelles, c'est trop vague. Les Touaregs, ça l'est tout autant, et c'est faux. Ce n'est pas les Touaregs, mais un mouvement dans le monde Touareg.
Parler de nationalistes touareg, pareil, ce serait à la fois vague et faux. Ces gens ne revendiquent pas une nation touareg qui dépasserait les frontières du Mali. Ils revendiquent une autonomie pour le nord du Mali, même s'il y a un ancrage touareg très fort dans ce mouvement de l'Azawad. Il est principalement composé de touareg et s'appuie sur une mythologie touareg. Il y a une sorte d'ambiguïté. La Libye va rester la place forte d'où les azawadistes vont préparer la révolte de 90. Kadhafi ne soutient pas le mouvement, mais il continue à accueillir des migrants touaregs qui pour une partie servent dans l'armée libyenne jusqu'à la chute de son régime. C'est pour toutes ces raisons que la communauté Ichoumar malienne devient le noyau dur de l'azawadisme et lui fournit ses cadres intellectuels et militaires. Donc on a cette révolte des années 90, en réalité la première révolte touareg. Ce n'est pas officiellement une révolte indépendantiste. Le but des révoltés c'est l'autonomie, la reconnaissance de leur originalité ethnique et une aide pour le développement économique du Nord qui est la région la plus isolée du Mali. Et dans les faits il y a bien une ambivalence. Si une partie des révoltés rêvent en secret d'indépendance, d'autres se contenteraient parfaitement d'une autonomie au sein de la nation malienne. Peu après la révolte touareg, le régime de Moussa Traoré chute avec la révolution de Bamako. La nouvelle démocratie est prête à entendre les revendications touareg. C'est le pacte national d'avril 1992. Le gouvernement de Bamako s'engage à fournir des investissements au bénéfice du Nord en général et des communautés touareg en particulier. Les révoltés ne déposent que progressivement les armes et se divisent selon des appartenances tribales et ethniques. Il faut attendre 1996 pour que le conflit soit tout à fait terminé avec la cérémonie de la flamme de la paix. Malheureusement, la politique de développement prévue est un échec. Les avis divergent sur le pourquoi du comment. Mauvaise volonté, pauvreté du Mali qui fait que même en s'y investissant sérieusement, on ne peut pas faire grand chose pour le Nord. Corruption généralisée au Mali et encore plus présente au Nord qui empêche les investissements d'être efficaces. C'est bien une partie du problème, qui d'ailleurs peut créer un quiproquo, parce que de nombreux Maliens ne comprennent pas de quoi se plaignent ces nordistes qui reçoivent des milliards. Le truc c'est que ces milliards ne profitent qu'à une minorité. Sur le plan politique, le pacte national met en place une décentralisation poussée pour le Nord qui ne sera que partiellement appliquée. En 2006, des Kaladars, apparemment majoritairement issus de la tribu noble des Iforas, se révoltent. Révolte très anecdotique, qui dure 2 mois, mais révélatrice de tensions au sein de la société touareg. Quelques révoltés menés par Ibrahim Arbanga vont continuer la guérilla jusqu'en 2009. Les nobles sont en train de voir les Imrad monter en puissance. Ces derniers raflent tous les postes électifs dans les communautés touareg et sont considérés comme des interlocuteurs plus fiables par Bamako qui les soutient. Ce qui nous amène au conflit actuel lancé par le MNLA en 2012. Pour résumer cette première partie, non, le Nord Mali n'est pas uniquement peuplé d'Arabes et de Touaregs. Les Noirs sahéliens, pour leur très grande majorité, ne descendent pas d'esclaves des populations nomades. Il y a eu 2 révoltes sérieuses en 60 ans d'indépendance, celle de 90 et de 2012. L'azawadisme, cette doctrine qui défend une autonomie sous une forme indépendantiste ou fédérale, non pas du monde touareg mais du Nord Mali, même si de fait les azawadistes ont du mal à sortir de leur ancrage touareg, est née dans les années 80 suite à l'échec du FPLSAC de Kadhafi.